Bonjour, bienvenue au musée La Toile de Jouy. Nous sommes heureux de vous présenter cette année une exposition qui fait écho aux Jeux Olympiques qui se sont tenus à Paris, mais aussi à Versailles pour les sports équestres. Le cheval était une discipline très importante à la manufacture de Jouy et probablement le sport favori de Christophe-Philippe Oberkampf, créateur de la manufacture de Jouy en Josas. Nous allons traiter du crin de cheval, nous allons comprendre d'où il vient, comment il a été utilisé et comment il continue aujourd'hui d'inspirer la création contemporaine. Je vous souhaite une bonne visite. Bienvenue au musée de la Toile de Jouy, je suis Soline Dussossois, directrice adjointe et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de l'exposition Le crin dans tous ses éclats. Cette exposition a été réalisée sous le commissariat de l'équipe scientifique du musée de la Toile de Jouy et elle retrace comment le crin de cheval a été utilisé, et ce depuis le XVIIIe siècle, comme fibre textile pour fabriquer des tissus aux propriétés physiques et esthétiques remarquables. En effet, le crin a l'avantage d'être durable, résistant et imputrescible, mais il est également brillant et translucide et permet des effets créatifs qui sont encore très recherchés par les designers, les architectes décorateurs et les artistes contemporains. L'exposition vous accompagne ainsi dans la découverte des caractéristiques utilitaires, techniques, artistiques et esthétiques de cette fibre d'exception. Depuis la préhistoire, le cheval a une grande importance dans la société. Il était alors sauvage et chassé pour sa viande et également les matières premières qu'il permettait de fournir. Ainsi, son crin, qui est très résistant, va permettre de servir de fil de couture pour fabriquer des vêtements. Au néolithique, le cheval va être domestiqué pour l'agriculture, le transport et la guerre. Il devient alors un compagnon incontournable des civilisations humaines, accompagnant ainsi leur évolution. Son crin va être utilisé dans divers domaines de la vie quotidienne et pour des objets utilitaires, puisqu'en fait, ce qu'on va utiliser essentiellement, c'est le crin de la queue du cheval, qui est beaucoup plus long, contrairement à celui de la crinière, bien que le crin de la crinière peut également se retrouver dans certains objets. Ainsi, on va retrouver l'utilisation du crin de cheval dans divers domaines de la vie quotidienne, et le premier, c'est le domaine de l'agriculture. Puisque le crin de cheval est très solide, il va permettre de fabriquer des cordes afin d'attacher les animaux de trait, mais également d'assembler les outils de labour. Comme on peut le voir sur cette corde juste ici, qui est une corde qui provient d'un musée en Camargue, puisqu'en fait, dans cette région, le cheval a une très grande importance. Le crin de cheval a également l'avantage d'être très souple et également imputrescible. On va donc l'utiliser dans le domaine de l'hygiène pour la fabrication de certaines brosses, comme des brosses à cheveux ou des brosses à dents par exemple, et les collections du musée de l'assistance publique hôpitaux de Paris en possèdent certaines, et vous en avez une exposée ici dans l'exposition. Par ailleurs, le crin est un matériau qui est très accessible au XIXe et XXe siècle, puisque des chevaux, il y en a partout. Donc il va servir d'alternative à d'autres matériaux, d'alternative un peu moins coûteuses en fait. Et c'est le cas notamment dans le domaine de la perruque. En fait, on va retrouver des perruques qui vont être fabriquées à partir de crins de chevaux, puisqu'en fait, c'est un matériau qui est beaucoup moins cher. Les perruques sont un accessoire du vestiaire masculin qui va être très important à partir du XVIIe siècle et qui permet de déterminer le rôle des personnes dans la société. Ici, cette perruque est faite en crin de cheval et c'est la perruque d'un postillon, un agent de la poste aux chevaux, qui est une institution qui se crée au XVIe siècle et qui va se fixer au XVIIIe siècle avec un uniforme particulier qui comprendra une perruque en crin de cheval. Il est vrai que le crin de cheval a l'avantage d'être beaucoup plus hygiénique, également beaucoup moins cher que le vrai cheveu, et c'est assez avantageux pour quelqu'un qui voyage beaucoup, puisque le rôle du postillon était d'amener un cheval d'un relais A vers un relais B et de ramener le cheval du relais B vers le relais A, donc il avait besoin d'un uniforme assez hygiénique et assez propre. Par ailleurs, le crin de cheval se retrouve également dans le domaine de la musique, puisque, on le sait tous, les archets des instruments à cordes sont fabriqués à partir de crins de chevaux. Le crin de cheval est en fait un moteur de la vibration des sons, il permet de créer des sons très purs. Sa qualité est donc primordiale pour la fabrication de ce genre d'objets, et d'ailleurs on utilise différents crins en fonction de l'instrument qu'on va jouer. Le crin blond, qui est fin et très long, va être utilisé pour les instruments comme le violon, l'alto ou le violoncelle. Et le crin gris, qui est un peu plus épais et donc un peu plus résistant, va servir à fabriquer des archets pour des instruments à cordes beaucoup plus graves comme la contrebasse. Par ailleurs, le crin de cheval est antifongique. On va donc l'utiliser dès le XIXe siècle
comme un élément de rembourrage des assises de fauteuil, des matelas et également des équipements sportifs. Cela va avoir cours jusqu'au XXe siècle à peu près. En fait, avant, pour rembourrer ces éléments, on utilisait des morceaux de tissu de lin ou de chanvre. Le désavantage de ces matériaux, c'est qu'ils moisissaient assez rapidement, ce que ne fait pas le crin de cheval. Du coup, on va pouvoir créer des fauteuils, par exemple, qui vont être beaucoup plus réguliers en termes de volume, mais également permettre une circulation de l'air bien meilleure, ainsi qu'une circulation de la température qui est bien meilleure également. Donc, on fait des meubles qui sont beaucoup plus confortables. À partir du XXe siècle, évidemment, et le recul en fait, du cheval dans la société, le crin de cheval va disparaître petit à petit de la vie quotidienne au profit de fibres beaucoup plus synthétiques qui sont productibles en masse et également beaucoup moins chères. Mais il va garder une importance symbolique puisque, évidemment, il est associé au cheval. Le cheval est synonyme de puissance et de richesse, il est associé à la noblesse, à la royauté, et donc dans le domaine militaire, il aura deux fonctions à la fois utilitaires et symboliques. On retrouve par exemple le crin pour décorer des éléments de l'uniforme des soldats, et notamment dans la cavalerie. Les cavaliers portent souvent des casques avec une crinière sur la tête qui est soit noire, soit rouge, et qui a une double utilité. La première, c'est de reconnaître le rôle de ce soldat dans l'armée, mais également de le protéger en fait, des coups d'épée un peu mal placés, puisque ça lui permettait d'avoir une couche de protection au niveau de la nuque. Ici, sur le casque que vous observez là, qui provient des collections du musée savoisien de Chambéry, le casque possède une crinière noire, ce qui indique que le soldat qui le portait combattait directement. Si la crinière avait été rouge, c'est qu'il s'agissait d'un soldat musicien qui en fait avait pour but de diffuser les ordres des généraux vers l'armée. Aujourd'hui encore, la garde républicaine orne ses casques de crin de chevaux, soit rouge, soit noir, en fonction du rôle qu'on veut représenter. Mais évidemment, aujourd'hui, ces crins n'ont plus qu'une valeur symbolique et non plus utilitaire. Si le crin est utilisé brut, comme nous venons de le voir, nous pouvons également le tisser selon des techniques caractéristiques pour créer des étoffes remarquables. Les premières traces de tissage de crin datent du XVIIe siècle, mais c'est un artisanat qui se développe surtout au XVIIIe et qui va aboutir à la pose d'un brevet de tissage du crin en 1787. Cela va permettre l'ouverture d'un atelier de tissage de cette fibre en 1814 en France, et il y aura également d'autres ateliers qui vont ouvrir en Europe, notamment en Angleterre. Cet atelier existe toujours aujourd'hui. Il s'agit de la manufacture du crin à Chasles, dans la Sarthe, qui s'emploie à tisser cette fibre, toujours selon les techniques traditionnelles, et sur les métiers à tisser du XIXe siècle. Cette manufacture s'emploie à produire des tissus pour différentes maisons de décoration intérieure et de production textile, comme la maison Métaphore Le Crin. Une dizaine de salariés s'adonnent à travailler cette fibre brin à brin, manuellement, afin de produire des tissus remarquables qui vont servir à décorer des intérieurs prestigieux, mais également du mobilier d'exception. Quand on tisse une étoffe, on entrecroise en fait des fils de trame qui correspondent à la largeur du tissu et des fils de chaîne qui correspondent à la longueur du tissu. Quand on tisse le crin de cheval, on utilise le crin uniquement en fil de trame, puisqu'en fait il ne se file pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter sa longueur d'origine. On est donc contraint avec sa longueur d'environ 70-80 cm, qui correspond à la longueur d'une queue de cheval, et donc on utilise uniquement le fil de crin en largeur de tissu. On va donc l'associer à une chaîne de coton ou de lin la plupart du temps, bien qu'aujourd'hui on peut aussi également utiliser d'autres types de fibres. Il ne serait pas intéressant en fait de tisser une trame de crin avec une chaîne de crin, puisque sinon on aurait des laits de tissu beaucoup trop petits en fait, mais également beaucoup trop épais, et ils seraient donc très peu exploitables. Le tissage du crin de cheval se fait sur des métiers à tisser, métiers à cadre,
qu'on appelle aussi métier ratière, et également métier jacquard, selon la complexité du motif qu'on souhaite obtenir. On peut faire toutes sortes d'armures et toutes sortes de motifs avec des fils de crin de cheval. Et donc en fonction de la complexité, on va choisir un métier ratière pour des motifs assez simples et un métier jacquard pour des motifs beaucoup plus complexes. Le crin de cheval se tisse historiquement au naturel, c'est-à-dire avec la couleur qu'a le cheval au naturel, donc des crins blonds, des crins noirs, des crins gris, mais également des crins alezans, qui est cette couleur un peu rousse qu'on peut retrouver sur la robe de certains chevaux. À partir du 19e siècle, quand on invente les teintures chimiques, on va pouvoir teinter le crin de cheval, puisqu'il ne se teinte qu'avec des teintures chimiques, les teintures naturelles ne se fixent pas sur la fibre, et on va alors pouvoir créer des tissus aux motifs très variés, avec des couleurs très variées. Le crin de cheval ainsi tissé va connaître différents débouchés et le premier s'opère dans l'habillement. En effet, les tissus de crin de cheval vont permettre de créer des dessous structurants pour certaines tenues, mais vont également se retrouver comme ornement d'accessoires ou de tenues. Nous sommes ici devant une tournure qui provient des collections du Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet dans l'agglomération de Lisieux, en Normandie. Cette tournure, qui date des années 1860, est fabriquée dans un tissu de crin de cheval. Et elle permet de créer du volume dans la silhouette féminine, à un certain endroit. En effet, dans les années 1860, la mode féminine veut que le volume soit accentué à l'arrière du corps des femmes, à la chute des reins. Cette tournure est en fait l'héritière de toute une évolution des dessous structurants qui vont accompagner les différentes tendances au fil de l'histoire. En fait, on retrouve du crin de cheval dans l'habillement à partir du XVe siècle. À cette époque-là, il permettait de rembourrer certains éléments du vêtement masculin ou féminin. On le retrouvait par exemple dans les pourpoints masculins. Les pourpoints sont des tenues de haut de corps qu'on peut voir par exemple sur les images de François Ier dans ses portraits. Mais on pouvait utiliser du crin aussi dans les manches des robes féminines pour leur donner du volume. Au siècle suivant, le crin va servir également d'élément de rembourrage pour les coussins que les femmes se mettent au niveau des hanches pour en augmenter la taille. Puis petit à petit, on va commencer à le piquer dans les jupons qui se placent sous les robes pour en permettre une rigidification. Et c'est vraiment au XIXe siècle qu'on va commencer à utiliser des tissus de crin de cheval pour soutenir les architectures des robes ou même des vêtements masculins. Et cette histoire, elle commence en 1829, à la date où l'ingénieur César-Marie Oudinot-Lutel invente un nouveau tissu, un tissu qui va mélanger du crin de cheval et du lin, et il va appeler ce tissu le tissu crinoline. Ce tissu va être en fait d'abord utilisé pour le vestiaire masculin, comme on peut le voir sur la gravure qui est juste derrière moi et qui est en fait une reproduction d'une gravure qui provient du musée Carnavalet à Paris. César-Marie Oudinot-Lutel invente ce tissu pour rigidifier en fait les cols d'officiers dans un premier temps, afin que ce soit beaucoup plus confortable, puisque sinon c'était beaucoup trop rigide et assez désagréable à porter pour les hommes. Puis ce tissu va être utilisé pour rigidifier les cols des civils. Et enfin, on va également le retrouver dans toute la tenue masculine, puisque dans les années 1830, la mode masculine voulait que les tenues soient très architecturées, très contraintes, comme on peut le voir également sur la gravure. Petit à petit, ce tissu étant tellement pratique qu'on va le faire intégrer le vestiaire féminin pour créer des dessous de robes, puisque à la fin du XVIIIe siècle, la silhouette s'est légèrement affinée et elle va commencer à se réélargir au début du XIXe siècle. Et en 1830, on cherche à créer un vrai volume tout autour des hanches des femmes, comme on peut le voir sur cette robe qui provient des collections du musée de la toile de Jouy et qui montre en fait quelle était la silhouette dans ces années 1830. Et pour soutenir cette silhouette, on va utiliser un jupon fait en tissu de crinoline et du coup ce jupon va prendre le nom du tissu qui le compose, c'est-à-dire une crinoline. Et on connaît très très bien en fait aujourd'hui ce terme pour cette structure des silhouettes féminines. Petit à petit, en fait, au cours du XIXe siècle, les hanches des femmes vont s'élargir de plus en plus. Enfin, on va vouloir que la silhouette des femmes
s'élargissent de plus en plus. Et en fait, pour cela, elles vont empiler les jupons de crin les uns sur les autres jusqu'à en accumuler 7. Cela avait le désavantage d'être très lourd à porter, et donc pour alléger le tout, on va créer une nouvelle structure qui est en fait une structure métallique qui va remplacer cet empilement de jupons et qu'on va recouvrir en fait d'un jupon de crin de cheval. Cette structure métallique va garder le nom de crinoline, on va même parler de crinoline cage pour la désigner, et c'est en fait aujourd'hui ce qu'on a un peu plus dans l'opinion populaire comme étant une vraie crinoline. Ça va permettre de créer des robes très très larges, qui vont être tellement larges qu'elles vont provoquer certaines critiques dans la société, et ça on le sait parce qu'il y a plusieurs gravures de l'époque qui en parlent, et ces robes très très larges étaient très à la mode sous le Second Empire. En dehors de ses propriétés physiques de rigidité et de maintien qui permettent de soutenir les architectures de vêtements, le crin de cheval a également des propriétés esthétiques. Il est en effet très brillant et translucide, permettant des effets décoratifs intéressants. À ce titre-là, la mode urbaine et rurale va s'en emparer, et c'est vrai que dès le XIXe siècle, on va commencer à décorer les coiffes, notamment des femmes, avec des dentelles de crin de cheval, qui vont même parfois remplacer certains autres matériaux qui étaient très tendance, comme la dentelle ou le tulle. Et c'est vrai que la dentelle de crin de cheval est complètement plébiscitée par les magazines de mode de l'époque comme étant un matériau très raffiné qui permet des effets décoratifs similaires, voire meilleurs à ces autres matériaux que je viens de citer. Mais c'est également un matériau très rentable parce que finalement le crin de cheval est durable, il est très résistant et avec ses effets décoratifs particuliers, il permet vraiment de donner une vraie allure aux différentes coiffes. C'est ce qu'on peut observer sur les coiffes qui sont derrière moi et qui proviennent du musée de la mode et de la dentelle de Bruxelles. Donc, par exemple, on voit le côté très raffiné de cette dentelle de crin noir qui compose la capeline. Et juste à côté d'elle, vous avez un bibi qui est aussi fait d'une résille de crin plutôt blond, là, cette fois-ci, qui permet de donner tout cet aspect raffiné à la coiffe, mais également de lui donner toute sa forme. Donc, il y avait vraiment ce double usage du crin entre sa propriété physique et sa propriété esthétique. Il faut savoir également qu'en dehors de la mode urbaine, le crin de cheval va se retrouver également dans le costume populaire des régions plus rurales. Il existe un artisanat de dentelle de crin dans les régions montagneuses de France et de Suisse, autour des régions de Megève et de Berne, où en fait pour décorer les coiffes des femmes et des enfants, on utilisait des dentelles de crin de cheval pour donner un peu plus de relief au costume. Et cette dentelle de crin était fabriquée par un artisanat très familial, chacune des familles faisait sa propre dentelle, et on utilisait cette dentelle qui était d'une plus simple facture que celle qu'on pouvait retrouver dans la mode citadine pour décorer les coiffes parce qu'il n'y avait pas d'autres matériaux disponibles en fait dans ces régions-là, puisque rien ne poussait en fait, on était dans des climats assez rudes, donc les chevaux qui étaient existants pour les travaux agricoles servaient justement de matière première pour la fabrication des costumes. Encore actuellement, les tissus de crin de cheval se retrouvent dans la fabrication de vêtements et d'accessoires de mode haut de gamme, marquant l'intérêt de cette matière dans la création vestimentaire. Il est vrai qu'au cours du XXe siècle, le cheval décline dans la société à cause des révolutions industrielles et de toutes les avancées technologiques qui en ont suivi. On a donc beaucoup moins besoin du cheval et donc l'utilisation de son crin va devenir de plus en plus confidentielle. Pourtant, certaines maisons de couture et de haute couture vont continuer à l'utiliser ponctuellement pour la création de vêtements, comme c'est le cas de ce manteau créé par la maison Hermès pour sa collection hiver 2016. Hermès a évidemment un lien très important avec le cheval depuis sa création en 1837. Cette entreprise a été créée pour la fabrication d'harnachements de chevaux selon des techniques traditionnelles de la sellerie. Mais déjà à cette époque-là, on commençait à fabriquer des harnachements de chevaux avec des tissus de crin de cheval. Mais c'était très ponctuel. Au cours du début du XXe siècle et notamment après la Première Guerre mondiale, c'est vrai que le cheval déclinant dans la société, la maison Hermès doit se reconvertir dans un autre type de production et elle va se tourner vers la création de bagages en cuir, toujours selon cette fameuse technique du sellier. Mais au cours de la Seconde Guerre mondiale, donc au début des années 1940, le cuir est difficile à trouver, on a des difficultés d'approvisionnement de cette matière, donc la maison doit se tourner vers un autre matériau pour continuer à produire ses bagages. Et pour cela, elle va se tourner vers les tissus de crin de cheval, puisqu'ils avaient l'avantage d'être solides comme le cuir, ce qui était très intéressant pour eux, mais également brillants comme de la soie.
Et ainsi, avec un autre matériau, on gardait les exigences de qualité de la maison. Parallèlement à son usage dans le vêtement et dans l'habillement, le tissage de crin de cheval trouve également un autre débouché dans l'ameublement. Nous l'avons déjà dit, le crin de cheval est le matériau par excellence de rembourrage des assises de certains meubles, notamment des fauteuils et des canapés. En revanche, on le retrouve également comme tapisserie d'ameublement pour recouvrir justement ces sièges ou ces canapés. Et on va également le retrouver dans toute la décoration intérieure, notamment murale. C'est vrai que c'est un matériau qui est très résistant et donc qui a un avantage certain à être disposé sur des sièges puisqu'il ne s'abîme pas rapidement sur un endroit qui est quand même très souvent utilisé et donc serait susceptible d'être vite endommagé. C'est pour cela que ce matériau est à l'intérêt parfait des décorateurs depuis le XVIIe siècle, justement pour ses effets très pratiques, mais également pour ses effets décoratifs que nous allons découvrir. Des décorateurs qui ont été très intéressés par le tissage de crin de cheval sont par exemple l'anglais Thomas Chippendale au XVIIIe siècle, mais également l'écossais Charles Rennie Mackintosh au XIXe. Et ces décorateurs se sont tournés vers les tissus de crin de cheval parce qu'ils avaient cet avantage physique certain, mais également parce qu'ils permettaient des effets décoratifs très sobres et très nobles. C'est ce qu'on peut voir par exemple sur cette chaise qui est juste là à côté de moi, qui date en fait du XIXe siècle et qui a été créée par la maison Jacob Frères, qui est une maison française. Et cette chaise provient du château de Malmaison, donc un château dont Napoléon Ier a été propriétaire. Elle était d'ailleurs dans la bibliothèque de ce château. Et on voit sur l'assise de cette chaise un tissu de crin de cheval qui marque en fait cette tendance décorative du début du XIXe siècle de retour à la sobriété, un peu à la sobriété à l'antique. Et on voit aussi que ce tissu de crin s'harmonise parfaitement avec la couleur un peu chaude du bois d'acajou qui forme le corps de la pièce. Encore actuellement, les décorateurs, les architectes d'intérieur et les designers se tournent vers ce tissu justement pour ses effets décoratifs très intéressants. Et c'est le cas par exemple de la maison textile Métaphore Le Crin qui produit chaque année des collections de tissus de crin de cheval pour créer des objets décoratifs, d'ameublement ou même de la décoration murale d'intérieur. Évidemment pour des intérieurs relativement prestigieux et haut de gamme. On le voit par exemple sur la table de chevet qui est derrière moi, qui utilise justement dans tout son petit quadrillage des tissus de crin de cheval pour créer ces effets décoratifs et de couleurs. Cette maison produit ses créations pour différents intérieurs prestigieux, des résidences privées par exemple, ou des palais royaux, mais également des institutions reconnues. On retrouve des créations de la maison Métaphore au Palais du Louvre, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, au Palais de l'Élysée à Paris, mais également au Palais de Buckingham à Londres et à la Maison Blanche de Washington. Cette maison d'édition textile collabore également avec différents décorateurs ou architectes ou même designers qui vont s'associer avec elle pour fabriquer des pièces. C'est le cas par exemple du canapé qu'il y a juste derrière moi. Et ce canapé est en fait l'œuvre d'un architecte décorateur qui s'appelle Sébastien Couder et qui a collaboré avec la maison Métaphore pour utiliser un de ces tissus qu'on retrouve sur le dossier du canapé et on peut voir justement tous les effets subtils de jeu de lumière, de jeu de brillance que les tissus de crin de cheval peuvent amener et on voit également que les motifs créés par cette maison sont très raffinés. Aujourd'hui encore, la création contemporaine s'approprie ces techniques traditionnelles de tissage du crin de cheval et s'en inspire pour créer des œuvres exceptionnelles.
Il est vrai que certains artistes apprécient beaucoup la technicité autour du travail du crin de cheval qui est très exigeante et également apprécient tous les effets subtils de brillance et de jeu de texture qu'il est possible d'avoir avec des tissus de crin et qui leur permettent de créer des œuvres qui vont faire dialoguer l'art et l'artisanat. Derrière moi, vous retrouvez des œuvres créées par l'artisane d'art Zoé Montagu, qui a été formée au design textile et au tissage. Et quand elle a obtenu son diplôme des métiers d'art, elle va partir au Chili, où elle va découvrir et apprendre des techniques traditionnelles de tissage du crin, puisque dans ce pays, il y a un artisanat ancestral du tissage de cette fibre. Quand elle va rentrer en France, elle va s'en inspirer pour créer ses productions et elle va faire évoluer justement ses créations autour de deux techniques. Une technique de vannerie de crin avec laquelle elle va créer des bijoux qu'elle va plutôt destiner aux particuliers et une technique de tissage du crin de cheval qu'elle va tisser manuellement brin à brin sur un métier à tisser assez simple qui est un métier à cadre et qu'elle va associer en fait avec des chaînes de coton, de lin ou de soie, pour lui permettre justement de créer des effets de lumière très intéressants. Et avec cette technique du tissage, elle va créer des vêtements d'art pour lesquels elle collabore d'ailleurs avec d'autres artisans et d'autres savoir-faire. Et notamment pour ces blouses qui sont juste là, elle a collaboré avec une styliste qui s'appelle Marie Labarelle et qui lui a permis de créer ses œuvres pour justement des maisons de haute couture. Elle va également collaborer avec d'autres savoir-faire comme des métalliers, des teinturiers, des céramistes qui vont lui permettre de créer des tentures décoratives comme celles qui sont juste derrière moi et qui sont là pour décorer des intérieurs privés ou également pour être exposées dans des galeries d'art. Et ce qu'apprécie beaucoup en fait Zoé Montagu avec ce matériau du crin de cheval, c'est outre sa brillance et sa translucidité, c'est qu'il lui permet de créer des œuvres avec beaucoup de mouvements, beaucoup de textures et également des œuvres qui vont être très poétiques, très raffinées, ce qui pour elle correspond tout à fait à l'âme du matériau. Ce voyage se poursuit dans notre boutique où vous pourrez retrouver des produits qui ont été expressément fabriqués pour faire écho à cette exposition autour du motif de la chasse à Jouy qui fait un écho pertinent au cheval, thématique phare de l'exposition. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans la visite de cette exposition et nous aurons plaisir à vous retrouver pour une prochaine présentation de nos collections. J'espère que cette visite vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir cette fibre extraordinaire qu'est le crin de cheval, ce qu'elle a apporté dans toutes ses utilisations à notre société et ce qu'elle continue d'inspirer à tous nos jeunes créateurs qui aujourd'hui la travaillent. À bientôt au Musée de la Toile de Jouy.